Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Le temps de prendre avec vous un café ou toute autre chose, c'est toujours la formule. Et puis Alexandre, qui est notre fidèle garçon, comment devrait-on dire, tenancier, barman, c'est notre barman. Et on vous rappelle que le vendredi, c'est l'occasion de dire aux invités qui ont parcouru la semaine avec nous d'une certaine manière merci et de finir le voyage de Nicole et Serge Reutley. À savoir d'Ushuaïa à l'Alaska, 24 115 km. Dis donc, Alexandre, venez par ici. Oui. J'ai l'impression que vous étiez chargé d'une mission et que vous n'avez pas encore rempli. Voilà, mais je vais le faire immédiatement. Je vous ai préparé un petit hommage. Je vous ai écrit quelques vers blancs. Ça ne rime pas, c'est pour ça. Alors, je vais vous le lire. Point de peine pour moi d'écrire ces quelques lignes. Si peine il y eut, elle vous revient de droit. Vous qui pendant 3 ans couriez au gré des vents, apportant avec vous le message du cœur, n'ayant pour tout emblème qu'un t-shirt mouillé, des chevaux de vapeur tractant une remorque, chargement de fortune pour une survie précaire. Mais par où commencer pour décrire ce périple? Parler de quel pays et de quelles aventures? Celle du petit ourson que sa mère retrouve, ou bien de cette fillette pour qui voler des restes est sa seule survivance, condamnée par le sort. Et quand à bout de force vous pensiez renoncer, un symbolisme est né d'un regard d'une enfant, celui du droit de vivre, et vous aviez compris pourquoi vous étiez là, pourquoi vous faisiez ça. Courir pour une cause, mais pas seulement pour ça. Toutes ces simples phrases, que j'espère vous ont plu, n'ont qu'une seule ambition, celle de vous remercier. Bravo Alexandre. Alors, on vous rappelle quand même qu'on va évidemment continuer à se raconter toute cette aventure en direction du Nord à partir de cette Amérique latine qu'on a parcourue entre lundi, mercredi et jeudi. Et puis vous rappelez que tout cela a un sens. Ils ont couru et offert à des gens d'acheter leurs kilomètres, les 24 115 kilomètres. Nous avons fait la même chose à partir de lundi. Résumé. Parcourir 24 115 km pour offrir du bien-être, davantage de bonheur à des enfants, c'est le pari réussi par Serge et Nicole Reutley. Nous avons à Zigzag décidé de vous engager dans le même pari par un mouvement de solidarité en finançant le même parcours à raison de 5 francs le kilomètre. Et dès le premier jour, votre engagement a été extraordinaire. Nous arrivions à La Paz avec 25 000 francs et 5 000 km parcourus. Ça marche très fort, continuez. Surtout, ne vous découragez pas, nous sommes là jusqu'à 15 h. Merci. Eh ben, dites donc, c'est bien ça. Hein. Je m'aperçois que ça va plus vite qu'en courant et j'en suis Deuxième jour, soit mercredi, grand succès à nouveau. Nous nous retrouvons à Panama avec 54 500 francs et 11 000 km parcourus. Hier, nous sommes proches de la frontière américaine avec 85 000 francs, 17 000 km, exactement à San José del Cabo, au Mexique. Et aujourd'hui, en route vers l'Alaska, le plus loin possible, il reste 7 000 km à parcourir. À vos téléphones. Alors on donne encore quelques précisions. On vous rappelle que tout l'argent qui est versé par vos appels, par vos dons, par téléphone, eh bien tout cet argent va intégralement à une action de la Fondation François-Xavier Bagnoud. La Fondation François-Xavier Bagnoud est dans beaucoup d'endroits dans le monde pour venir en aide aux enfants qui sont victimes, qui sont séropositifs, pour venir aux parents qui vivent aussi cette situation très dure. Mais en Amérique latine, ils sont en particulier en Uruguay, ils sont au Brésil, ils sont en Colombie, ils sont... où sont-ils encore ? Bolivie. En Bolivie, merci Alex. Ils sont également en Bolivie. On a choisi que cet argent serait accordé à un projet à
Oui, je crois que c'est le pays où on a été le plus frappé par les enfants des rues, bien souvent séropositifs aussi, mais c'est clair, surtout les enfants des rues en Colombie, et sachant qu'une maison FXB était là-bas, on a peut-être aussi regardé les enfants d'un regard un tout petit peu différent. Alors Jean Fliguer, qu'on a atteint tout à l'heure de la Fondation François-Xavier Bagnoud, et Albina Dubois-Rouvray, qui est avec nous, on le sait, qu'on salue, nous ont dit que, évidemment, dans cette région-là, c'est le seul projet qui vient en aide aux enfants séropositifs. Sans ce projet, ils meurent, tout simplement. Et puis, dans ce projet, il y a également la volonté de venir au secours des parents qui ont des difficultés financières difficiles, en plus de leur séropositivité. C'est donc l'absolue nécessité de se mobiliser. Retour auprès de Denis Ducor et de nos téléphonistes. Alors, oui, Denis. Jean-Philippe, écoutez, encore 7000 km à faire. C'est un petit peu mou, là. Ça serait bien d'y aller maintenant. 320 64 11 au 022. On a 7000 km à parcourir. Alors, allons-y. On vous attend. Voilà, je crois que c'est sûr que c'était un peu mou puisqu'on n'avait pas encore donné le numéro de téléphone. Tout le monde va se mobiliser énormément, je suis sûr. Il faut qu'on arrive en tout cas à la frontière de l'Alaska. Et puis on va être dans le nord. Dans le nord avec Diane Vanier et son mari Nicolas qui ont fait de grands voyages extraordinaires et très courageux à travers le nord. Des films, des livres, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes un peu de connivence d'une certaine manière. On va être dans le nord parce que nous avons un invité qui s'appelle Louis de Grâce. Louis de Grâce, eh bien, il est là, juste à côté du micro. Je voudrais vous dire une chose, c'est que Louis de Grâce, eh bien, c'est un baladin. Il est québécois, il chante superbement. Il va être avec nous tout au cours de l'émission. On l'a rencontré quelque part en Valais, plus exactement dans le Val d'Anivier, où il était là, il chantait dans l'arrière-fond d'un magasin. Et puis, c'est un garçon qui a un énorme talent. On va le vérifier tout de suite. C'est à vous, Louis. Y a pas grand chose, y a rien à voir. Y a rien à voir, y a pas de lumière. Mais qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je veux pas rester sur mon trottoir. Je vais aller danser, j'ai envie de crier. Maudit que c'est donc de la grosse misère. T'as quand t'es pogné pour t'ennuyer. C'est pas parce que je suis un mammifère, puis que j'ai le sang chaud même en hiver, que j'ai pas besoin de calorifères, que j'ai pas besoin de m'amuser. Tout en faisant mon secondaire, passant les tests pour m'orienter, j'avais pas assez de vocabulaire, on m'a dit que je pouvais pas chanter. Ben faut que je devienne militaire, un dromadaire, un narguillier, un missionnaire impopulaire, avec des médailles l'année passée. Pour passer temps, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien écœuré de me masturber. Ben, je pense que devenant humanitaire, tous mes problèmes vont s'arranger. Il y a des problèmes partout sur la terre. Il faut que je commence à m'en occuper. Là, je passe toutes sortes de questionnaires, savoir ce que c'est qu'un ouvrier. Et si ça marche pas, je boirai de la bière. Je boirai assez pour me saouler. Je jouerai au révolutionnaire qui boit un peu pour se reposer. Puis tout en fumant mes belvédères, puis en voyant le monde à l'envers, je vais être malheureux de toute manière. La bière me fait faire de l'urticaire. Mais y a pas grand chose dans le ciel à soir. Y a pas grand chose, y a rien à voir. Y a rien à voir, y a pas de lumière. Mais qu'est-ce que je vais faire dans le ciel à soir? Je veux pas rester sur mon trottoir. Je vais aller danser, j'ai envie de crier. Mon lit, c'est dans de la grosse misère. Quand t'es pogné pour t'ennuyer. Allez, Louis, venez vous joindre à nous. Il faut que je précise qu'aujourd'hui, il y a une très forte écoute en Suisse romande, naturellement, pour Zigzag Café, en France aussi voisine, dans beaucoup d'endroits, mais très particulièrement du côté de la rue Saint-Jean, ça c'est à Montréal. Il paraît qu'ils étaient tout à fait de cœur avec vous. Vous avez à Québec. À Québec, oh, pardon, à Québec, bien sûr. Et alors, racontez. Ah c'est ça, c'est que, là, pour le problème, comment je peux vous expliquer, là, en ce moment, ils sont sûrement pas à l'écoute de l'émission parce que... non, mais ils sont de cœur, hein? Oui, ils sont de cœur avec moi, oui, parce que j'ai téléphoné suite à notre appel, notre confirmation que j'étais à votre émission. Ben, je vous remercie beaucoup en passant, monsieur Latte. Et puis, là, j'ai appelé directement chez moi. Puis là, c'était, il était peut-être déjà 3 heures le matin. C'était dans une boîte où est-ce que je chante souvent, la boîte à chansons chez son père. C'est là que j'ai commencé, il y a peut-être une dizaine d'années. Et puis, c'est ça, j'ai appelé. Puis c'était Eric, le propriétaire de la boîte, qui faisait ses comptes.
Et puis, il dit, ah Louis, comment ça va? Et c'est ça, puis il a dit, on est tout cœur avec toi. Merci Louis de Grasse, c'est un beau nom quand même, Louis de Grasse, rendez-vous compte. Et puis en plus, j'adore le Québec pour y avoir passé à bicyclette, mais il y a 20 ans de ça. Mon Dieu. Moi, j'adore surtout l'accent. Alors je vous propose qu'on on va franchir l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et arriver en Amérique du Nord. Et puis vous avez eu une très belle formule lorsque vous avez passé d'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord à propos de votre véhicule et à propos de votre remorque. Mais écoutez, c'est vrai qu'en Amérique du Sud, on s'est rendu compte qu'avec un scooter, comme vous pouvez voir ici, et avec une paire de chaussures Nike, on avait l'impression d'être des gens très très riches. Et à peine passé la frontière des États-Unis, il y a une voiture qui s'est arrêtée et qui nous ont dit « Quoi? Vous voyagez qu'avec un scooter et une paire de Nike ?» Et les Américains, c'est vrai que c'est des gens impressionnés parce que les Américains, c'est des grands consommateurs de tout. Et ils n'ont encore pas compris notre démarche, comment on pouvait voyager avec une petite remorque qui représente toute ma petite maison, ma salle de bain et tout mon bonheur. Il faut rappeler quand même qu'au moment où vous franchissez la frontière américaine, vous couriez et vous rouliez depuis combien de temps à peu près? Bon an, mal an, 2 ans. Passé 2 ans. Oui. Alors quand on se retrouve dans la société américaine, les supermarchés, les grandes voitures, enfin, comment est-ce qu'on réagit? Alors on a été un petit peu très flashé par un supermarché à San Diego. Le premier jour on est arrivé, on s'est retrouvé comme 2 petits-enfants devant un sapin de Noël. On avait un peu oublié qu'est-ce que c'était les pays riches dans la mesure où on avait vécu complètement différemment. Et on a rempli un caddie, un chariot complètement de plein de choses inutiles et on courait dans tous ces rayons absolument gigantesques du supermarché en question. Et ce qui m'a interpellé le plus, moi, c'était quelle sauce à salade j'allais choisir. Il y en avait un assortiment d'une quinzaine différente. Et en Amérique latine, la sauce à salade, c'est un quart de citron qu'on presse sur 2 feuilles de salade verte, en tout cas entre les grandes villes. Et j'en revenais pas. Après, rebelote du côté du micro-ondes, on ne savait pas, parce qu'on avait un micro-ondes le soir-là dans la chambre de l'hôtel. Et on était vraiment... on disait, c'est pas possible. Alors, dans le domaine de la course et des déplacements que vous faisiez, est-ce que c'était plus sympathique, plus heureux en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud? Oh, je crois qu'il n'y a aucune comparaison possible au niveau de la chaleur du partage des enfants ou des gens qu'on croisait. L'Amérique du Sud, c'est la culture, c'est 2 planètes de différence entre ce qu'on pouvait être nous et les gens qu'on croisait. Donc la chaleur humaine, c'est en bas et en haut, c'est la compréhension de ce qu'on faisait. Donc en bas, c'est la curiosité, la compréhension et la chaleur partagée au bord de la route. Et puis en Amérique du Nord, c'est l'accueil et la compréhension des gens qui là sont moins peut-être les enfants, mais les adultes qui comprenaient, qui nous invitaient et qui donnaient tous le meilleur d'eux-mêmes. Où est-ce qu'on se sent le plus seul? Dans un désert d'Amérique latine, désert d'Atacama, sur une autoroute américaine ou le long d'une autoroute américaine? Non, pour nous, la plus grande difficulté, ça a été la solitude des grandes distances. C'est-à-dire qu'avec Serge, on a passé à peu près 5-6 mois vraiment dans des déserts de solitude où on ne voit pas un arbre, on n'entend pas un bruit d'oiseau. Là, avec Serge, on a su ce que c'était la solitude. Mais d'un côté, ça a été beau parce que c'était la solitude à 2. Il y a une anecdote que vous nous avez racontée, on ne va quand même pas terminer la semaine sans l'évoquer. Hein. Vous êtes, je crois, on revient un peu en arrière, vous êtes dans le désert d'Atacama, et tout d'un coup, vous croisez une seule personne, toute seule. Racontez. Une histoire vraiment très, très dure, dans laquelle on n'a pas réussi à réagir, on n'a pas su comment faire pour réagir. On arrivait en fin d'étape et on était à 60 km d'une ville et on voit passer un monsieur, probablement un monsieur d'un âge indéfinissable mais assez âgé, avec strictement rien. Donc il marchait pieds nus dans des tout petites sandalettes plastiques, des habits pour caricaturer, on donnait l'impression d'un clochard et je crois pas forcément que c'en était un. C'est-à-dire il n'avait pas de ballon, il n'avait pas de bouteille à boire, il n'avait rien. Et vous êtes au milieu d'un désert où il n'y a pas 1 millimètre de couleur verte. Et on est à 60 km d'un village et il part dans l'autre sens où il y en a plus de 200. Donc nous on sortait de 4-5 jours de course sans voir personne. On voit cette personne qui marchait tout droit sur le côté gauche, moi j'étais à droite. J'ai voulu lui dire bonjour, j'ai voulu m'arrêter. Il n'a pas arrêté sa marche à pied, il marchait pas très vite, mais néanmoins régulièrement. Il vous a pas écouté? Il nous a pas regardé. Après, on a quand même parlé plus ou moins, je sais même plus qu'est-ce qu'on a dit. On était complètement... Je peux pas dire impressionné, on savait pas. Ou ému. Et j'ai l'impression que cette personne ne voyait pas. J'ai même encore supposé l'idée qu'il pouvait être aveugle. Où il allait, d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, quel chemin de son existence il cherchait, partait-il pour mourir ou pour vivre. Mais probablement que je voyais vraiment pas comment il pouvait revenir vivant de sa balade là, à cet endroit-là. Et encore maintenant, j'ai pas de réponse. Et on n'a pas osé déranger plus. On a passé. Alex, on va retourner maintenant, on est en Amérique, on va aller en direction de l'Alaska, d'abord l'Amérique, et lorsqu'on court, on a vu tout à l'heure sur des images des forêts, et des forêts qui sont peuplées. Oui, les forêts sont peuplées, mais il y a plus d'animaux
Diane ici présente le confirmera, il y a plus d'animaux que d'hommes dans ces coins-là. Et on n'est pas encore dans le Grand Nord, mais c'est là où je vous ai rejoint la première fois en Amérique du Nord, à proximité de Prince George. On avance. Et puis je vous rejoins à l'heure du repas. C'est l'heure de la petite sieste, des 2 pommes, du verre d'eau ou de la bouteille d'eau. Et puis un instrument inattendu. Alors je vous rejoins, c'est à Summit Lake, entre Summit Lake et Bear Lake. Pause bien sûr, et puis dans quelques instants, Nicole, je vais vous demander de commenter cet objet que vous allez porter. Effectivement, comme vous pouvez voir, c'est une petite clochette. Et j'avais vu une publicité dans un magasin comme quoi cette petite clochette servirait à éloigner les ours. Et quand j'ai vu cet objet, je me suis précipitée sur. Et chaque fois que j'allais, comme vous pouvez le voir, faire mes petits besoins personnels, je prenais ma petite clochette. Et puis, je sais pas, c'était quelque chose qui me rassurait. Mais en fin de compte, c'est pas vrai, c'est toute de la bêtise. Et... Ouais. non, Cela dit, j'étais rassurée. Alors, les ours, ils y sont. Et j'ai recueilli le soir, un petit peu plus loin, votre témoignage. Vous avez remarqué que c'est seulement quand la route s'arrête que Serge décide à se mettre au guidon. Mais écoutez ce que vous disiez à ce moment-là. Je suis pas douée pour les manœuvres. Après, quand nous avons fini nos repas, toujours mettre à 200-300 mètres de la tente, parce que ça peut être un grand risque. Si nous laissons par hasard notre nourriture traîner au bord de la tente, tout ça, ça peut être dangereux pour nous. Et les habits, juste changer les habits avant d'aller au lit. Et c'est clair que si vous arrivez au milieu de la nuit, c'est lui qui risque de vous réveiller, à ce moment-là, ça peut être un accident grave. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses avant que l'ours arrive, il ne faut pas attendre qu'il arrive. Moi, j'ai extrêmement peur et c'est ma plus grande faiblesse actuellement de faire du camping. Je dois dire, quand on est logé chez quelqu'un ou on a un petit hôtel, je suis très réconfortée. Et pour moi, ça m'aide beaucoup parce qu'actuellement, j'ai vraiment très très peur des ours. Ouais, alors Alex, il faut raconter quand même, parce qu'en même temps, vous faites votre travail, vous allez faire des interviews, et puis tout d'un coup, c'est toujours au moment où on l'attend le moins que l'ours arrive. Alors c'était le lendemain, donc là, il y a eu un petit bout de nuit, une nuit relativement brève, d'abord parce que c'était encore l'été et qu'à cette époque-là, les nuits Ils n'ont pas l'air très rassurés quand même. Ils sont pas très rassurés. Non, c'était vraiment votre peur à ce moment-là. Ça a été ma plus grande peur avant le défi américain. Tout à fait. Et puis donc, on faisait le lendemain pratiquement la dernière interview avant le rendez-vous suivant. Alors, il faut que les téléspectateurs regardent bien le visage de Serge, au fond, parce qu'il est en train de se dire, ma femme dit des choses intéressantes, je ne vais pas l'interrompre, peut-être je vais me faire engueuler, et en même temps, regarde, c'est ça, Alex. Oui, c'est tout à fait ça, regardez. Exactement ça. Et j'essaye de faire le meilleur possible pour moi, pour Serge, et pour tous les autres qui croient en moi. Les mecs, je ne veux pas vous distraire, mais tournez-vous. Oh mon Dieu, je vous dis l'ours. Ils sont notre groupe. Alors, la même chose au ralenti quand même, il est parti bien vite. Ouais. C'est un noir, celui-là. C'est un noir et ça peut être mauvais, ça, quand même. Non, pas trop. C'est grizzly surtout, mais les noirs, généralement, ils ont très peur des hommes, quand même. C'est vrai. Ouais. Alors, juste un mot quand même à propos de la peur de l'ours. Diane, vous avez... Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Quand je suis partie, j'avais une trouille bleue des ours. C'est vrai que ça a été ma crainte pour l'été, parce que l'hiver, il n'y avait pas de problème. De toute façon, ils hibernent. Et c'est vrai que j'avais très très peur des ours, parce que c'est un animal, finalement, qui est peut-être le seul qui puisse attaquer, même si on ne le dérange pas. Il suffit qu'on se trouve entre sa carcasse et lui. Il suffit qu'on le dérange tout simplement, ou qu'il y ait une mère qui ait des petits un petit peu plus loin et tout ça. Il peut attaquer sans raison apparente. Donc c'est vrai que par rapport aux autres animaux, comme les élans ou les loups, qui bien sûr n'attaquent jamais, il y avait quand même un petit risque. Et c'est vrai que c'était ma crainte principale en partie. Moi je rajouterais que, je suis complètement d'accord là-dessus, mais l'ours noir actuellement, en tout cas sur la Colombie-Britannique, il y a eu une politique qui fait qu'ils ont fermé énormément de dépotoirs proches des quelques petites villes qu'il y a. Et suite à cette fermeture des dépotoirs, des décharges publiques dans lesquelles c'était le supermarché des ours, sont devenus à cohabiter beaucoup plus près des humains. Et ces dernières années, il y a, on pourrait dire, plus d'accidents maintenant qu'avant. Alors, je vous propose un petit retour du côté de Denis Ducor et d'Alain Chassot pour que vous puissiez nous dire à quel endroit nous nous trouvons actuellement. Oui, alors Jean-Philippe, c'est fantastique. Nous sommes à Los Angeles, Californie. Nous sommes rentrés aux États-Unis. Là, maintenant, ça marche très bien, mais allez-y. Notre standard est toujours ouvert jusqu'à 15h. Mais vraiment, nous vous remercions beaucoup car nous avons eu des dons extrêmement généreux et nous voulons vraiment vous remercier. Donc, 320 64 11 au 022. D'accord, magnifique. Je crois que c'est bien. Fantastique. C'est vraiment fantastique. On est aux États-unis. On est aux États-unis, on va progresser, on va essayer d'arriver à notre objectif, à savoir au moins l'Alaska.
Et puis, pour passer de l'Amérique à l'Alaska, d'une certaine manière, il y a quelques très très belles chansons. Il y en a une où il est question d'un phoque. Et ce phoque est revu et revisité un peu en rock par Louis de Grâce. Crée-moi pas, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie, on m'en dit. Sa blonde est partie pour gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. C'est rien qu'une histoire, je peux pas m'en faire à croire. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça ne dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Merci beaucoup. Oui, venez vous joindre à notre table. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est que tout au cours de la semaine, comme vous avez pu vous rendre compte, à chaque étape, nous avons rencontré des musiciens qui n'étaient pas forcément des musiciens qui passaient dans les plus grandes salles du pays. C'est le cas de Louis de Grâce, il passe dans des boîtes à chansons. Vous avez vu avec quel talent d'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire que vous interprétez tout ce que vous voulez. Boîte à chansons au Québec. Et puis, lorsqu'il est en Suisse, il voyage un peu d'un village à l'autre. On s'est vu à Grimens. À Grimens, oui. Et vous cherchez des contrats, vous aimeriez bien chanter pour des gens? Oui, j'aimerais bien continuer encore pour la Suisse. Jusqu'à maintenant, j'ai chanté dans le Val d'Anivier. L'année dernière, j'avais chanté à Grimens, puis à Zinal, puis à Vercorin,
À Saint-Jean, dans tout le Val d'Annecy. Vous n'étiez pas vraiment dépaysé, là, Saint-Jean, on évoque des choses pour vous. Ouais, Saint-Jean-Baptiste. ouais, non, ça c'était. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez naturellement nous écrire. On va rester en communication avec Louis, bien sûr, qui a beaucoup de talent et qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Alors, bon, l'ours, par exemple, vous, les histoires d'ours, ça vous a. Quelle était votre réaction? Vous en avez vu, vous, des ours? Non, j'en ai jamais vu. Il y en a du beaucoup. Côté de la rue Saint-Jean, il n'y en a pas beaucoup, là. Non, pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui quittent leur terroir. Non, pas tellement. Non. Il y a des ours mal léchés. Voilà. Ouais, c'est ça. On se fait... Il y a un de mes chums qu'on l'appelle l'ours un petit peu. Très bien. D'accord. On continue le voyage avec vous. Parce que, vous pourrez, on vous a vu dans des conditions climatiques encore raisonnables, puis elles vont devenir très déraisonnables à partir du moment où on s'approche quand même de l'Alaska. Hein. Oui, alors Alaska, où j'ai rejoint Serge et Nicole quelques jours avant qu'ils n'arrivent à Fairbanks, le thermomètre était entre moins 30 et moins 40, moins 25 certains jours. Ma foi, ça ne les a pas empêchés de continuer à dormir dehors. C'est vrai qu'il n'y avait plus le danger des ours, mais tout de même. Alors voilà, on est au bord de la route, au bord de la rivière. Vous voyez qu'une partie de la rivière est gelée, qu'un certain nombre n'ont pas d'iceberg, mais en tout cas de plaques de glace et de neige défilent. Ils ont posé le scooter à proximité de la route. Il n'y a pas vraiment de danger de vol dans ces coins-là. Et puis ils arrivent pour s'installer. Là, il y a un petit redout. Il doit faire moins 18, moins 20. Et ma foi, c'est pratiquement leur quotidien, un quotidien un peu rapide. Vous avez vu, on ne prend pas le temps de frotter des silex, on a tout ce qu'il faut pour faire plus rapidement. Et puis je vous laisse le soin de commenter. Alors bon, c'est clair que la dernière partie du voyage du défi américain n'était pas tout à fait en équilibre, c'est-à-dire il y avait trop d'énergie à employer pour poser le camp. C'est à peu près 3 heures de travail le soir, surtout pour chercher le feu, aplanir la place, dégager la neige et surtout descendre le scooter dans le bas-côté du talus et surtout pour le remonter le matin, donc c'est 2 heures le matin, et faire très attention pour les gelures. Donc mon plus grand problème à moi au niveau de la course a été de changer des boîtes au basket qui, la semelle était complètement gelée avec la vague transpiration du jour d'avant. Toute la nuit, c'est un bloc de béton. Et puis le lendemain, c'est difficile de repartir pour ne pas se geler les orteils. Vous trouvez votre réconfort quand même là? Ah, ma foi, c'est le meilleur moment du voyage. Hein. Alors ça, c'est pour le feu. Le feu a été quasiment permanent, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud. Puis ensuite, il faut tout de même dormir. On va voir dans quoi vous dormez. Sur relativement peu de choses. Je pense que même par plus 10, j'hésiterais. Et là, vous êtes à moins 30. Bon, la nuit, ça n'a pas été la chose la plus difficile pour dormir. Le plus dur, c'est de se lever pour faire pipi au milieu de la nuit. Et puis surtout pour plier le camp le matin avec les moufles et tout. Et on n'était pas équipé pour une expédition de montagne ou comme guide de montagne. C'est presque plus facile en montagne que où on était là, parce qu'au fond, on n'avait pas à changer complètement, radicalement notre équipement. Et encore, la photo que vous voyez là, c'est une nouvelle tente, parce que la première, elle a explosé un peu avec le froid et puis les manutentions à 1000 km de Fairbanks. Donc celle-là est 2 fois plus grande que l'autre. Donc c'est le confort, de fait. Diane, quand vous voyez ces images-là, quel commentaire faites-vous? Oui, ça me rappelle des souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Enfin, nous, on n'avait pas du tout une tente comme ça. On avait une tente en toile qui était beaucoup plus grande. Déjà, il y avait Montaine en plus, notre petite fille. Et nous, on avait un poêle à bois dans la tente. Donc, en fait, il y avait un trou qui était aménagé dans la part bas de la tente et on pouvait faire du feu. C'est indispensable pour déjà donner à boire aux chiens. Il fallait leur donner énormément à boire. Donc, il fallait faire pendant 2 heures fondre de la neige et tout ça. Il en faut beaucoup. Pour notre cuisine également. Et puis, bon, en fait, on allumait le feu le soir et le matin. Mais la nuit, bien sûr, on ne pouvait pas laisser le poêle allumé. Déjà, il aurait fallu beaucoup de temps pour couper tout le bois nécessaire à la nuit. Puis il suffit qu'il y ait une étincelle qui retombe sur la toile et à ce moment-là, ça prend feu. Quelle aurait été votre réaction si sur une route glacée, vous les aviez rencontrés? Ça aurait été génial, parce que c'est vrai que ici, on a un peu souffert de la solitude, donc ça aurait été vraiment une bonne surprise de rencontrer des gens dans l'endroit. Mais ce qu'il faut dire qui est incroyable, je ne savais pas que tu étais là et je ne te connaissais pas, mais 2 semaines avant la fin, j'ai lu L'Enfant des Neiges. Un soir d'hiver dans une auberge. Faut-il pas que ce bouquin m'arrive dans les mains? Je connaissais Nicolas Pitois, j'avais déjà vu passer ça. Et j'ai lu ça et ma première réflexion, j'ai dit, si on avait un poêle dans la tente, ça irait mieux. Et on se retrouve ici, et sans le savoir, je l'apprends maintenant. C'est quand même pas mal. Vous pouvez juste rappeler en 2 mots peut-être le périple. Le périple. En fait, on est parti donc des environs de Prince George en été, donc on est parti au mois de juin. On a passé 3 mois à cheval, donc on a fait à peu près, je dirais 500 ou 600 km. Donc c'était dans le bush, donc c'était très difficile en fait d'ouvrir la route parce qu'il y avait vraiment pas de sentier. Et après, on est arrivé près d'un lac qui s'appelle le lac Tucada. On a construit notre cabane en bois. Très belle. Belle, hein. On est resté là-bas à peu près 5
5 mois, les chiens sont arrivés en hydravion, le temps de les entraîner, que les fleuves, que les rivières gèlent vraiment bien, parce que c'est le plus grand risque en hiver, c'est de passer sous la glace. Et on est reparti en fait fin décembre, début janvier, pour de nouveau 3-4 mois en traîneau à chien pour rejoindre Dawson, la ville mythique de la ruée vers la recherche. Quel parcours. De fait, salut Diane. Moi, je lui fais un bisou parce qu'entre femmes, il faut s'aider. Alors, moi, je veux dire quand même que mon pire souvenir l'hiver, c'est la nuit sous la tente. Ah oui. Parce que nous, on a quand même eu jusqu'à moins 49 et là, c'est terrible. On n'arrive pas à dormir. On se réveille toutes les 10 minutes, on se rendort. On gèle pas parce qu'on a vraiment des sacs de couchage qui étaient vraiment de très très bonne qualité. Chlorophylle d'ailleurs au Québec. Mais on n'arrive pas bien à dormir. D'accord. Retour vers Denis Ducor pour savoir si là-bas on s'endort pas non plus. Dites-nous, Denis, vous êtes prêt? Toujours prêt d'ailleurs, je suppose. Oui, alors nous avons dépassé San Francisco, nous sommes à Crescent City et c'est très émouvant. Nous avons eu 99 000 francs là maintenant. Ouais, donc nous sommes on n'est pas très loin du but, mais continuez. 320 64 11, on est ouvert jusqu'à 15h. D'accord. Alex, retour sur la course avec notamment des rencontres. Des rencontres. Alors, il y avait les rencontres surprises, mais qui étaient tout de même voulues, puis celles qui ne l'étaient pas. Alors, tout de suite, si vous voulez bien, on part vers ces rencontres. C'est en Alaska. Il y a des gens qui vous ont fait la surprise de vous rejoindre. Et d'abord, bien sûr, Jean Troyer. Alors, on va le voir arriver près de vous. Hein? Du moins, j'espère. J'en suis pas absolument sûr. Ça, ce sont quelques images de ce qui se passe en général quand vous courez. Mais je vais demander que nous puissions avoir le document où on vous retrouve, où vous retrouvez en fait Jean Troyer, où il est en bord de route, où vous tombez dans les bras. Ça va être le cas dans quelques instants. Ça prouve au moins qu'on est en direct. Ah, il paraît qu'on vous a beaucoup posé la question de cette semaine de savoir si l'émission était en direct. Incroyable. Ben voilà la preuve. La preuve, exactement. Oui, donc j'espère qu'on va retrouver Jean Troyer et ce qu'on appelait les... Comment est-ce que vous l'appelez? Tonton Jean. Tonton Parce qu'il Jean. adore quand on l'appelle Tonton Jean. Salut Tonton Jean. C'est un collègue guide de fait, Tonton Jean, c'est un peu plus intime. Le voilà Jean Troyer. Vous vous rappelez ce moment-là? Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'on ne savait pas et ça a été une surprise pour nous. On l'a compris 2 minutes avant qu'il arrive que ça pouvait éventuellement être Jean. Alors, Jean a été notre invité ici, la plupart de ceux qui nous suivent le connaissent, et puis pas seulement ceux-là. C'est un guide, c'est un fou de la descente dans les... Et alors il va courir avec vous, comment ça s'est passé cette alors course ça, avec je lui? suis très très fier et merci beaucoup l'ami Jean, parce que réussir à faire courir Jean Troyer, qui est un guide qui déteste courir, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et là, un petit peu par grosse amitié sur le terrain, il a couru avec moi et j'ai trouvé ça très sympathique et c'est le meilleur souvenir qu'on va garder de lui, c'est clair. Vous avez ralenti le pas quand même? Mais vous lui poserez la question à lui. Non, vous, Serge. Non, il faut être honnête, malgré tout, il a quand même, comme on dit, la caisse, donc il a un sacré physique, donc il n'y avait pas eu besoin de ralentir la course, absolument pas. Il a couru quelques kilomètres ensemble. Mais ce que j'ai aussi retenu, c'est quand je l'ai vu, il humait l'air et puis dire, moins 22, je commence à me réveiller. C'est là que je lui ai dit, si déjà tu te réveilles, maintenant tu cours avec moi. Et c'est parti comme ça. Il a souffert, il n'a pas osé avouer. Mais le soir, il a osé avouer à Mireille, que j'adore, c'est sa compagne. Et on a une très grande complicité avec Mireille. Et on parle beaucoup de Jean, mais moi j'adore Mireille et je lui fais un petit bonjour aujourd'hui. On lui fait plus parce que c'est vrai on peut faire un bonjour à Jean fille. aussi d'ailleurs, parce qu'il sera ce soir à la salle communale de Cerneux-Péquignot. Que vous connaissez, c'est ce soir. Très bien, j'ai des très bons amis clients. Cerneux-Péquignot. Sur le terrain, il n'y avait pas que Jean. C'est vrai qu'un certain nombre de coureurs vous ont rejoint et des gens qui évidemment commençaient à avoir des glaçons à la moustache, comme vous voyez. Et alors, vous allez entendre dans quelques instants qui est, je crois, le plus beau témoignage qu'on ait pu faire vous concernant. C'est un cycliste qui vous a rejoint. Il est complètement caparaçonné. Là, il vient à votre rencontre avant de repartir avec vous en direction de Fairbanks pour la dernière truc. Et ce qu'il va dire de vous est tout de même assez surprenant. Il va dire de vous que vous êtes les gens les plus fous et les plus célèbres qui soient venus en Alaska depuis le pape. Oui. Vous voyez à quoi ça tient. Voilà donc les fous avec lesquels vous étiez. Et puis tout à l'heure, on verra quand même ce moment d'arrivée. Oui, je crois que c'est l'arrivée. Bon. C'est grandiose. Ouais, c'était magnifique. C'est impressionnant, non, Louis? C'est très, c'est impressionnant. C'est une course comme ça, là.
Mais comment vous faisiez de kilomètres dans le froid comme ça dans les derniers moments? Entre 35 et 45, guère plus, mais guère moins. Mais ce qui était difficile, c'est pas les 30 derniers, c'est les 10 premiers. C'est-à-dire que j'arrivais pas à courir d'un coup parce qu'il fait extrêmement froid, ça gèle, ça fait mal partout. Le problème aussi, on peut se geler les poumons. Les poumons. Et donc je courais 500 mètres, je m'arrêtais, je faisais un peu de gymnastique, j'essayais de chauffer un peu le tube en somme. Et puis au bout de... Ouais, je repartais en 3 fois en somme. Puis surtout les savates, elles faisaient clac-clac, donc il fallait que la semelle se casse avant que je puisse prendre un peu un rythme de foulée de fait. Alors Alex, il y a l'arrivée. Oui, on a montré à plusieurs reprises votre arrivée à Fairbanks, c'est midi pile le 4 décembre. Mais en revanche, on n'a pas écouté, pas entendu ce que vous avez dit l'un et l'autre immédiatement après. Je vous le propose, c'est presque familial. Sympa. Ma première impression, c'est que je suis très ému et je l'appelle à me parler. Mais je suis assez impressionné de Nicole. De fait, je réalise combien on était un bon team sur la route et je crois que ça, c'est très important. Et je sais qu'on ne changera pas le monde avec ce qu'on a fait ici. Mais je pense très sincèrement que ce qu'on a essayé de faire pour les enfants, c'est fabuleux. Je suis très émue et puis j'ai une pensée très forte pour ma grand-mère qui est décédée. Et puis c'est à elle que je pense le plus. Adieu, grand-mère. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais on peut dire d'ailleurs que c'est la seule fois que vous avez pleuré le long de la route. Oui, et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense très fort à elle. C'est une partie difficile hein, de te séparer des siens et de se dire, bon, il y a tout ce chemin à faire encore. C'est la première personne très proche de Nicole qui s'en est allée. Puis moi, je disais aussi toujours, c'est ma grande copine, parce qu'au fond, on s'appréciait bien. J'aime bien les grands-mamans, quoi. Allez, retour vers Denis Ducor, savoir où l'on en est. Alors, c'est très fort. Parce qu'on a passé les 100 000, on est à 100 000 et 200 francs. Donc, on a passé Crescent City et on continue toujours sur le nord. Si jamais, comme le standard reste ouvert cet après-midi, enfin en tout cas le début de l'après-midi, on vous fera un point définitif lundi pour vous dire exactement à combien on est arrivé. Vous ne quittez pas la régie, vous ne quittez pas votre téléphone. Et au boulot, voilà. Alex, encore un dernier portrait venu du Nord. Le chercheur d'or. Ce qu'il faut dire, que vous pouvez raconter mieux que moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu à votre rencontre à la frontière entre le Canada et l'Alaska, et c'est pas très près de Fairbanks. C'est un Valaisan qui est chercheur d'or, qui habite dans la région de Fairbanks en hiver et puis dans le Grand Nord en été. Et il a appris votre truc et il est venu à votre rencontre et vous avez vu tout à coup un drapeau valaisan qui sortait d'une voiture. Il s'appelle Guy Fournier. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce que Guy Fournier, j'ai fait de lui un portrait un petit peu complice puisqu'un chercheur d'or en hiver, ça ne travaille pas beaucoup, mais tout de même, je lui ai demandé de m'expliquer et de me montrer un petit peu à quoi ressemblait son attirail. Alors la première chose, sont les jumelles pour l'observation et les repérages de terrain. Autre outil indispensable, la boussole pour pouvoir se déplacer dans des conditions à peu près de sécurité. Alors, le fusil pour la protection contre les ours principalement, pas nécessairement pour manger, mais c'est une sécurité que je prends avec moi. Alors, l'outil du chercheur moderne, un détecteur de métal qui fonctionne sur tous les petits bruits métalliques. Après la détection, il faut creuser et l'appel est nécessaire. Et après, l'instrument principal du chercheur, la bâteille ou poêle à frire, actuellement en plastique parce que l'utilisation du détecteur de métal nous tromperait. Et voilà, c'est l'instrument avec lequel tout le monde travaille. C'est surtout la réalisation d'un rêve et d'un rêve d'enfant, et je suis venu réaliser. Dans l'or ayant chuté de façon relativement draconienne ces derniers temps, c'est pas l'or en tant que tel, c'est plutôt
l'aventure et surtout d'aller au bout du rêve. J'ai des régions qui me sont propres et la région propre, c'est effectivement tout à fait au nord, à 200-300 km au nord du cercle arctique, dans une région où les gens ne se bousculent pas au portillon. J'ai rencontré pendant les 3 mois où j'ai prospecté, j'ai rencontré 2 personnes. Le sol étant gelé, nous sommes maintenant au chômage technique et le fait que nous ne pouvons pas travailler, eh bien, nous admirons la nature. Ben voilà, le chercheur d'or, ami d'Alex et votre ami aussi. Diane, vous êtes venue avec plusieurs livres sur le Nord. Oui. Allez, racontez-nous quel est celui que vous nous recommandez le plus. Ils sont complètement différents en fait. Oui. Il y a un récit donc, qui relate la Yukon Quest, c'est la plus grande course de chiens de traîneau du monde, que Nicolas justement a couru l'année dernière, et qui relie justement Fairbanks à Whitehorse, donc ça fait 1600 km. Et l'autre, c'est plus un album qui relate en fait 20 années passées justement dans le Grand Nord avec toutes les plus belles photos. Il y a pas mal de croquis aussi qui expliquent les techniques pour atteler, pour monter une tente, pour plein de petits trucs en fait qui peuvent servir dans le Nord. Et Robinson du Froid, c'est en fait pour les enfants. Donc c'est un livre sur le Grand Nord pour les enfants. C'est pas une histoire, c'est un petit peu encyclopédique. Ça traite de beaucoup de thèmes qui ont trait en fait à l'histoire, à la géographie, aux animaux, aux peuples qui vivaient là-bas et qui vivent encore aujourd'hui. Donc c'est un petit peu... Alors vous êtes venu seul aujourd'hui, où est Nicolas ? En Sologne. En Sologne, Chez à nous. l'aise. Bon. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous reveniez nous voir avec Nicolas, qu'on puisse prolonger un petit peu plus qu'on ne peut le faire aujourd'hui. En tout cas, on était très contents que vous soyez déjà là pour donner un peu l'envie de lire des choses. Laurent, vous avez lu Diane et Nicolas à Vanier, bien sûr. Bien sûr, ça fera aussi partie de ces ouvrages qu'il faut absolument lire pour parcourir quelques étapes littéraires de Terre de Feu à l'Alaska. Donc d'ailleurs, toutes les indications bibliographiques se retrouvent à la page 307 du télétexte, y compris les vôtres. Alors je vous propose tout d'abord de commencer par la Terre de Feu avec cet ouvrage de Francisco Colohan, Tierra del Fuego. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous présenter Francisco Colohan parce que c'est un auteur tout à fait particulier, tout à fait étonnant. C'est un homme taillé dans le roc, c'est un fils de marin, d'ailleurs ça se ressent très fortement dans ses ouvrages. Et puis on raconte que lorsqu'il a pu entrer dans la maison de la littérature à Santiago del Chili, il a poussé la porte du salon feutré en disant « Moi, bonjour, je m'appelle Francisco Colohan et je viens de la Terre de Feu ». Alors avec son accent, et il a étonné tout le monde. Et c'est un livre qui se ressent très fortement, la fougue de Francisco Colohan se ressent dans cet ouvrage. Les nouvelles qui sont présentées ici ont un point commun, ce sont les hommes qui vivent ou qui sont réfugiés en Terre de Feu, qui doivent lutter constamment avec les éléments naturels qui là aussi représentent cette Deuxième ouvrage. Deuxième ouvrage, Le Grand Guide du Pérou. Alors, aux éditions Gallimard, c'est dans la collection Bibliothèque du Voyageur. Ça me permet de présenter un peu cette collection qui est vraiment, qui ne s'adresse enfin pas aux bidochons. Il faut bien le préciser. C'est un guide exceptionnel qui se présente en 3 parties. Une partie consacrée à l'histoire, à la société du pays, puis une deuxième partie qui propose des itinéraires et une seconde partie avec des informations pratiques. Et dernier ouvrage, je sais qu'il faut aller très vite, c'est un ouvrage sur le Canada, Beauté sauvage du Canada, un précieux héritage à conserver. Vous savez que 3% seulement du territoire canadien est consacré aux réserves et aux parcs nationaux. Alors là, par la photo, on nous dit attention, il faut protéger ces beaux espaces. Merci Laurent. Gilles, c'est à vous. Vous avez la tâche redoutable d'offrir une séquence musicale à nos deux invités. Oui, eh bien, on va commencer par un conte. Enfin, plus exactement, c'est l'histoire d'un papa. C'est un papa qui regarde jouer sa fille. Sa petite fille, elle a un ballon et elle envoie son ballon contre le mur. Et vous savez, c'est un jeu aussi qu'on joue chez nous. Avant que le ballon revienne dans les mains, il faut avoir dit une comptine, nous taper dans les mains plusieurs fois, puis il faut rattraper le ballon. Et là, il voit que sa petite fille, elle a une comptine qu'on raconte très souvent. On parle d'une poupée de porcelaine, d'une poupée aussi de chiffon, d'une poupée d'argile. Et il écoute tout ça, il dit, mais en fait, ce papa, en plus, il est compositeur. Il est brésilien, il s'appelle Héctor Villa-Lobos, et il dit, mais je pourrais écrire quelque chose sur ces poupées. Parce que comme par hasard, chacune des poupées, elle représente une condition sociale. À la Branquinha, évidemment, c'est la poupée de faïence, c'est la poupée blanche. Et puis, beaucoup plus bas, il y a la Pobrezinha, qui est une poupée de chiffon, presque informe. Et la petite poupée de chiffon, eh bien, elle est bercée par la petite pauvre.
Et c'est ce que l'on va entendre, cette berceuse de la Pobrezinha. On vous écoute, Gilles. Venez nous rejoindre, c'est une autre façon de vous remercier, c'est de vous apporter des fleurs. Venez jusqu'à la table, s'il vous plaît. Je vous propose, voilà. Wow. Voilà, cette semaine, il y a un mot que vous avez prononcé beaucoup, Nicole, et qui est celui que je préfère du vocabulaire, c'est la complicité. Vous avez parlé beaucoup de complicité qui mène automatiquement à l'harmonie. On a été frappés, moi j'étais très frappé par l'harmonie de votre couple, par cette complicité dans l'effort de tous les jours. Alors par cet arrangement, avec ces tulipes qui, bien entendu, représentent Nicole et les anémones bleues qui représentent Serge, voulu montrer l'harmonie possible de deux choses, au fond, qui sont très différentes dans leur forme, dans leur couleur, même dans leur façon de pousser, j'allais dire de penser, c'est peut-être même un peu ça. Et j'aimerais dédier aussi cet arrangement à toutes les femmes qui comme vous, Nicole, accompagnent votre mari tous les jours. Je pense aux artisans, moi c'est mon cas par exemple, j'aimerais aussi le dédier à ma femme et à toutes les femmes d'artisans, de vignerons, de paysans, qui sont tous les jours et sur tout le parcours de la vie avec leur mari, à égalité, si ce n'est qu'elle travaille peut-être même encore plus. Merci Maurice. Merci. Je vous propose très rapidement retour auprès de nos téléphonistes Retour à Denis Ducor. Vous êtes chargé d'offrir des fleurs aussi à toutes les téléphonistes, les téléphonistes hommes et femmes, pour les remercier. Et vous pourriez juste nous dire où nous en sommes actuellement et qu'évidemment l'opération continue jusqu'à lundi matin. Oui, écoutez Jean-Philippe, on est extrêmement émus. On remercie vraiment beaucoup les téléspectateurs qui nous ont appelés. Nous avons passé le cap des 106 000 francs. C'est vraiment extraordinaire. Donc on a fait 21 000 km. Il y a encore un petit effort à faire. On compte sur vous. Le standard est ouvert jusqu'à 15 h. N'hésitez pas à nous appeler 320 64 11 au 022. Mais vraiment, on vous remercie beaucoup pour les enfants de la Fondation Xavier Bagnoud. Vraiment un grand merci. Merci à vous, merci à tous. Et puis on se retrouve lundi pour savoir ce qu'il en est. À vous, Louis, une petite chanson pour terminer. Peut-être une si... Je voudrais dédier cette chanson-là à tous les enfants du centre scolaire de Vissois. Allez-y. Puis aussi à Célestin Pamer de Ailleurs. D'accord. Message passé. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Et nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il
génération où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour et qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Merci. Merci à vous.